Et on va maintenant écouter Arthur Joyeux, avec un nom pareil, ça va être gai, je pense, pour une approche formulaire du discours juridique. Excuse-moi, on a dû te la faire déjà plusieurs fois. Oui, effectivement. Mais je dis moi-même que je m'appelle joyeux comme l'adjectif ou comme le nain, et ça dépend des jours. Ça dépend des jours, parfois c'est grincheux aussi. Ah d'accord, oui. Ça m'arrive. Et tu me faisais une remarque, tu me demandais s'il y avait un problème avec mon PowerPoint parce que l'introduction est très longue. Et dans la mesure où j'ai formulé le titre de la communication de manière un peu programmatique, en fait, je justifie par là le fait que mon introduction soit très longue. Je vais essayer d'expliquer en fait la démarche qui est la mienne. Du coup, je vais quand même prendre du temps pour la faire, cette introduction, quitte à ce que finalement les cas d'études soient un peu moins bien traités, et je m'en excuse d'avance. Donc je l'ai intitulé Pour une approche formulaire du discours juridique. Mon plan initial est celui-là, mais je pense que je n'y arriverai pas. Je vais aborder une notion qui est celle du standard juridique. Plus globalement, je travaille sur le vague en droit. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la notion de vague en droit, en particulier des travaux plutôt anglo-saxons ou nordiques. Et je travaille en particulier une notion qui a été identifiée par la doctrine juridique comme des standards. Alors elle prend des noms, cette notion un peu différente selon les traditions. Standard, c'est un terme qui vient une dénomination plutôt qu'on doit à Roscoe Pound, qui était un juriste américain du début du XXe. Mais cet instrument juridique qui a déjà été identifié bien avant Pound dans toutes les traditions juridiques, que ce soit des traditions romano-civilistes ou des romano-germaniques ou de common law. C'est-à-dire qu'en France aussi, Génie, qui était aussi un historien du droit et un philosophe, un spécialiste du droit du début du XXe, appelait ça des concepts soupapes ou des paragraphes élastiques. Hart, aussi un Américain, a appelé ça plutôt des notions variables. Perelman discute beaucoup forcément de ces notions qu'il appelle lui des notions à contenu variable. Cornu appelle ça des notions cadres. Moi, je rapproche ça aussi des concepts essentiellement contestés de Galli. Et Bernard, qui a fait sa thèse sur les standards européens, les définit de la manière suivante. Notion indéterminée a priori dont l'incomplétude est délibérée, permettant une appréciation des comportements et des situations en termes de normalité et nécessitant pour leur application des références exogènes au droit. Alors voilà sur quoi je travaille. Je vous donne quelques petits exemples et je vais vous donner un exemple un peu plus précis. Pour le droit civil, par exemple, vous aviez la fameuse bonne foi ou le bon père de famille dans l'ancien Code civil, notions qui ont été supprimées à la faveur de la réforme de 2016, qui a porté réforme donc du droit des contrats et des obligations. Ceci dit, les juristes s'accordent pour dire que si on a supprimé bonne foi et bon père de famille, on l'a fait au profit d'autres standards, à savoir la personne raisonnable, le délai raisonnable, les avantages manifestement excessifs, etc. Vous avez aussi en droit des médias l'impératif prépondérant d'intérêt public, ou le besoin social impérieux, ou l'intérêt général. En droit de l'homme ou en droit fondamentaux, vous avez le fameux principe de non-discrimination sur lequel j'espère que j'aurai le temps de revenir tout à l'heure. En droit de l'Union, le principe de subsidiarité que j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, et le principe de proportionnalité qui sont des exemples. Je vous donne par exemple la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public. A été introduite dans une loi de 2010, et en fait elle restreint, ou plutôt elle déroge au principe de protection du secret des sources des journalistes en cas justement d'impératif prépondérant. C'est un fondement sur lequel peut s'appuyer l'administration, les autorités administratives ou le juge pour déroger au principe de protection du secret des sources. Il y a eu un cas dernièrement d'Avril Lavrieux l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait fait un peu polémique parce que elle avait été perquisitionnée, elle avait révélé des documents secret défense pour une opération, l'opération Sirli, donc une opération de renseignement de l'armée française au compte de l'Égypte.
Et l'Égypte s'était servi des informations pour bombarder des civils à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Et donc elle a révélé les documents et elle a été perquisitionnée. Ces données ont été aspirées, elle a été placée en garde à vue au nom de l'impératif prépondérant d'intérêt public. Et ce que disent les juristes, par exemple sur cette question d'impératif prépondérant, vous voyez, je les note là, les standards, vous avez l'impératif prépondérant d'intérêt public, et puis ensuite vous avez toute une série de vocables nécessaires et proportionnés au but légitime, etc. Voilà, c'est ça les standards identifiés par la doctrine, toutes ces notions un peu floues, un peu vagues, etc. Alors elles sont... Ce que dit la doctrine, c'est la notion d'impératif n'est définie ni par la CEDH, ni par la loi française. Donc l'absence de définition est systématiquement relevée pour les standards. Que l'interprétation est laissée à la libre appréciation des juges. En fait, on a à peu près toujours le même type de glose métalinguistique pour tous les standards, à savoir absence de définition, variation interprétative, etc. Et surtout, abandon de la définition au juge ou à l'autorité administrative qui va donner un contenu, selon le cas d'espèce, à la notion en question. C'est-à-dire que Bernard, qui a beaucoup travaillé là-dessus, dit comme si finalement le contenu caractérisait aussi le contenant. On ne pourra jamais définir ce que c'est qu'un standard, d'une certaine manière. Cette notion indéterminée a priori, on ne peut pas la définir de la même manière qu'on ne pourra jamais définir un standard particulier dont la définition variera au degré, en fonction de son application au cas d'espèce. Pour essayer de traiter ça, je fais appel à deux cadres qui sont complètement antagoniques, c'est-à-dire à la fois l'approche formulaire discursive et à la fois l'approche logique de Frege et Russell. Est-ce que j'ai besoin des deux? Et j'estime que Frege est peut-être le premier à avoir parlé et traité scientifiquement de la notion de formule. Je vais revenir un peu sur le débat hier qu'a ouvert Loïc Despeckers sur Frege, sur la question du mode de donation du référent, parce que les terminologies discursives, textuelles, partent du principe qu'on peut faire émerger le concept des emplois. Et moi, j'ai un problème avec ça, parce que ce qui est observé dans les corpus, c'est de la variation dénominative. Et moi, ce que j'observe avec les standards, c'est que ce n'est pas la dénomination qui varie, c'est le concept. Ce n'est pas le signifiant qui varie, c'est le concept. C'est lui qui est à géométrie variable. C'est lui qui, en fonction des cas d'espèce, obtiendra se verra défini de manière différente. Et c'est exactement ce que dit Frege dans Sens et dénotation. Il dit, quand il parle de mode de donation du référent, il explique qu'il faut distinguer le sens et la dénotation. La dénotation, c'est le référent, le sens, c'est le concept. Alors bon, savoir est-ce que sens et concept, Frege, c'est tout à fait la même chose. Pour l'instant, je partirais du principe que oui. Il nous dit, si je vous dis, alors je vous donne l'exemple de Russell, le vaincu de Waterloo et le vaincu d'Austerlitz, c'est le vainqueur de Waterloo. Il dit, cette phrase n'est pas tautologique, ça veut dire qu'elle a un sens, même si la référence est la même. Donc il y a un référent, il y a deux concepts. Et c'est important parce que finalement, le sens est d'une certaine manière autonome de la référence. C'est ce qui permet de construire des concepts vides. C'est ce qui permet, par exemple, de dire les hommes bicentenaires sont chauves. Les hommes bicentenaires n'existent pas, mais la phrase a un sens. Donc elle n'a pas de référence, mais elle a un sens. Ce qui permet de construire des concepts tels que la licorne et des concepts qui, en fait, n'ont aucun référent. Il dit, mais pourquoi, pour moi, ça m'intéresse de faire la distinction entre dénotation et concept, et entre référence et sens? C'est que, pour moi, la science s'applique à partir du moment où je peux saturer un concept, c'est-à-dire que le concept dénote quelque chose qui existe dans le monde. C'est ce que dit... c'est la recherche et le désir de la vérité qui nous poussent à passer du sens à la dénotation. Et ils disent, tant que Ulysse est un personnage mythologique, le fait qu'il existait ou pas ne nous intéresse pas. Mais quand on fait un travail d'historien, ça commence à devenir intéressant de savoir si Ulysse a vraiment existé ou pas. Donc, est-ce que l'Ulysse dénote vraiment quelque chose dans le monde ou a dénoté quelque chose dans le monde? Et il dit à un moment donné, de ce même texte Sens et dénotation, il est opportun de se méfier des pseudo-noms propres et, par voie de conséquence, des pseudo-concepts qui sont dépourvus de dénotation. L'histoire des mathématiques a gardé le souvenir de plusieurs erreurs dues à ces faux semblants. L'abus démagogique est proche de cette illusion.
plus peut-être que l'usage fallacieux de termes ambigus, comprennent pour exemple la volonté du peuple, on montrerait aisément que cette expression n'a pour le moins aucune dénotation généralement acceptée. Donc en fait, pour moi, c'est une formule qu'il discute. C'est la notion de formule qu'il discute. Il ne le fait pas de la même manière que Crick-Planck, en lui associant des propriétés discursives, de circulation, etc. Mais il y a une part très importante chez Crick-Planck qui relève de la question justement dénotative et dénominative. Donc, ce qu'il faut lier, c'est que qu'est-ce que le vague dans une approche logique? Je fais un lien avec la définition que vient de donner Frege de ce que c'est qu'un concept. Un concept vague est un concept qui ne trouve pas de saturation dans la réalité, qui ne trouve pas, plutôt, on ne sait pas dire si pour tel et tel cas, on va pouvoir appliquer, on va pouvoir subsumer tel et tel cas particulier sous le concept. Et donc vous avez des Fuchs, par exemple, dit un terme est vague lorsqu'il existe des cas frontières, c'est-à-dire des objets, des états de choses pour lesquels il est impossible de dire si le terme et le concept s'appliquent ou non. On est alors dans le domaine du ni vrai ni faux. Ça rejoint le problème de la qualification en droit, parce que le concept, par exemple, de conducteur ne sera pas le même en droit des assurances ou dans le code de la route. C'est là qu'on a le concept, et il y a un même référent, mais il y a deux concepts distincts dans deux branches différentes du droit. Le conducteur dans le code des assurances, le conducteur dans le code de la route. Si par exemple je me fais doubler par une personne qui mord la ligne blanche et qui m'envoie dans le décor, là on invoquera le code de la route, c'est-à-dire qu'on va qualifier, on va placer le référent sous un concept et on va appliquer le régime juridique qui s'applique à ce concept, à savoir le code de la route et les conséquences afférentes. Ce que dit Cornu est intéressant, il dit on nomme en droit après le concept. On crée le concept et après on nomme. On crée le concept et après on place le référent, on attribue un nom à un référent. Je m'arrête là pour ça. La norme souple, elle interdit ça parce que la définition, le concept, lui, n'est pas déterminé. Donc le nom existe, l'impératif prépondérant d'intérêt public existe, mais la définition, elle, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance, et c'est le problème de la prévisibilité du standard, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si on va pouvoir appliquer ou pas la norme. Ça dépendra de toute une série de paramètres qui ne sont pas juridiques, mais qui sont extérieurs au droit. Ce que dit bien Tunk, dès les années 50, il dit Lambert et donc un juriste égyptien très connu, voient en effet dans le standard le triomphe de l'intuition sur la logique et le syllogisme. C'est l'inverse. On appelle ça, c'est des notions qui ne sont pas des notions, des concepts logiques. Alors, je ne suis pas le premier à faire une comparaison, enfin, à utiliser le terme de formule pour traiter des problématiques juridiques. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, donc je ne vais pas m'approprier cette approche. Pourquoi est-ce qu'on estime, moi et d'autres, que la notion de formule, vous savez, Crick-Planck a une formulation, elle dit ça ne peut pas concerner les domaines spécialisés. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette chose-là, parce que je pense que la formule est un pseudo-terme. Elle emprunte, par exemple, des propriétés formelles au terme, pour des raisons autres, pour des raisons différentes que le terme. Mais, par exemple, le figement est une propriété que la formule emprunte au terme, pour des raisons de légitimité ou pour des raisons de circulation, etc., pour des raisons discursives et pas pour des raisons de transparence ou de motivation comme le terme. Mais le figement est une donnée extrêmement importante qui permet, par exemple, de comparer ou de mettre en parallèle la formule et le terme. Elle dit le caractère figé de la formule, le caractère discursif de la formule, le caractère de référence sociale et polémique, sachant que les trois dernières sont plus ou moins imbriquées. Elle dit, Auger et Crick-Planck disent, ces objets combinent figement formel et indétermination du référent. On est en plein dans ce que disait tout à l'heure Frege, à savoir qu'on n'arrive pas à savoir si on peut placer tel et tel cas particulier sous le concept. Alors, sur la question du caractère figé, je pense que, à mon avis, j'ai déjà quasiment terminé mon intervention. Sur la question du caractère figé, elle dit, voilà, les propriétés du figement, les fonctions du figement pour la formule, c'est la concision, la dilution sémantique et le lieu commun du débat. Loïc Despecker, lui, dit le figement est important. Il y a lui et puis il y a Gérard Petit qui dit notamment parce qu'il y a une question de motivation et de transparence du terme. Bon, si on prend par exemple les structures non plus adjectifs, on les retrouve en droit. Le contrat synallagmatique s'il s'oppose au contrat unilatéral, etc. Donc il y a des classifications. Par exemple, les adjectifs sont des adjectifs plutôt classifiants en droit. Alors que pour les formules, c'est des adjectifs qui ne sont pas du tout de même nature et qui sont elle, relationnels. Moi, je ne les identifie pas comme relationnels, je les identifie comme étant des intersectifs. Je passe complètement sur ma démonstration sur principe de discrimination, ce qui est bien dommage.
le principe de discrimination, par exemple, pour moi, est un cas typique de standard. Pas seulement parce que, depuis l'introduction du principe de non-discrimination en droit, il y a une multiplicité de critères qui se sont développés pour que le juge puisse dire, par exemple, qu'il y a eu discrimination selon le critère, etc. Donc, avec une variabilité du concept de discrimination qui s'exprime par la multiplication des critères, c'est-à-dire qu'en fonction des cas d'espèce, il a fallu nourrir le concept de non-discrimination parce qu'il était confronté à des cas qu'il ne pouvait pas prévoir. Ce que ne faisait pas du tout le principe d'égalité, qui, lui, le principe d'égalité, on voit qu'il y a une inégalité de traitement, point, barre. Point. Inégalité de traitement, c'est un fait. Le principe de non-discrimination nécessite que le requérant justifie que ça a été fait selon le critère de la race, selon le critère de l'ethnie, etc. C'est horrible, parce que du coup, ça renverse la charge de la preuve, c'est au requérant d'expliquer qu'il a été discriminé selon le critère de la race, donc en plus, il doit définir la race. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que depuis que le juge français utilise le principe de non-discrimination, eh ben, il a été obligé d'introduire des standards dans ses décisions. Par exemple, la discrimination légale, la discrimination illégale, la discrimination justifiée, la discrimination manifeste, la discrimination raisonnable, un motif raisonnable de discrimination. C'est-à-dire qu'en fait, le juge adapte le concept en fonction du cas d'espèce, selon des critères qui ne sont pas juridiques, mais qui sont des critères d'opportunité d'application de la règle en fonction du cas. Par exemple, opportunité d'appliquer la règle en fonction d'un objectif politique, opportunité d'appliquer la règle en fonction d'une considération morale ou d'une considération qui n'est pas, à proprement parler, une considération proprement juridique. Donc on retrouve la définition d'Elsa Bernard, à savoir que ce sont des notions qui font appel à des critères exogènes. Et pour finir, alors la question de l'adjectif a été beaucoup traitée, et Crick-Planck dit la formule, l'archétype, le prototype de la formule, c'est nom plus adjectif. Nom plus adjectif relationnel. Et pour tous ceux qui ont étudié le standard en droit, on remarqué aussi, vous avez Field, Anessa, etc., on dit la plupart des standards sont exprimés via un adjectif. Et elles ont étudié l'adjectif avec le cadre de Pinkal en particulier et de Birwich en disant ce sont des adjectifs évaluatifs ou des adjectifs axiologiques. Et elles s'appuient sur, donc, on retrouve à peu près la même classification chez Kerbrat, les axiologiques, les non axiologiques. Mais elles disent parce qu'ils sont gradables. Par définition, les adjectifs sont gradables. Mais en fait, si vous regardez bien, aucun des adjectifs qui dénotent des standards ne sont gradables. On ne dit pas un manifeste, on ne dit pas un avantage très, très excessif. Il est excessif ou il ne l'est pas. On ne dit pas... En fait, aucun des adjectifs qui dénotent des standards ne sont des gradables. Par contre, tous les adjectifs qui dénotent des standards sont des intersectifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas gradables, mais ils font des intersectifs. Les adjectifs, là je passe j'essaie de conclure, tous les adjectifs ne sont, on ne dit pas un déséquilibre très significatif, un déséquilibre très excessif. On ne peut pas les grader. Ils sont prédicatifs, mais ils ne sont pas gradables. Ils ne sont pas gradables pour une simple raison, c'est comme ils sont intersectifs, si vous voulez me passer je vais vous montrer mon petit schéma. En fait, il faut faire un peu appel à la théorie des ensembles. Est-ce qu'il est Il est là. Exprimé en termes logiques, vous avez tétard. Fabrice est un grand tétard. Vous avez un dimensionnel. Fabrice est un grand tétard, il est grand pour un tétard. Fabrice est un tétard excessif. Il n'est pas excessif parce que c'est un tétard. Il est tétard et il est excessif. Et tous les adjectifs qui dénotent des standards sont des intersectifs, c'est-à-dire appartiennent à la catégorie numéro 2 de tétard excessif. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre ordre. Ils ne dépendent pas du nom recteur, ils ne dépendent pas du nom tête. Ils ont leur ordre, et si on regarde bien, tous ces adjectifs qui dénotent des standards peuvent même se substantiver, c'est-à-dire, Noailly parle d'émancipation de l'adjectif, ou je ne sais plus comment elle dit. Par exemple, on va être dans la catégorie du raisonnable, on va être dans la catégorie de l'excessif, on va être dans la catégorie, c'est-à-dire, en fait, on fait appel à des références qui peuvent être morales, qui ne dépendent pas du référent auquel s'applique l'adjectif, et de l'ordre, pour un grand éléphant ou un petit éléphant, il est petit pour un éléphant, il n'est pas petit, pas foncièrement petit. On a un petit éléphant ou un grand tétard, le grand tétard restera toujours plus petit que
le petit éléphant, si vous voulez. Donc ça ne dépend pas du cadre référentiel du mot base, d'un autre cadre référentiel qui est celui de l'excessif, du normal, de la classe du raisonnable, de la classe du légitime, c'est-à-dire des ordres de normalité, si vous voulez, des références à la normalité qui ne sont pas à proprement parler liées comment dire, au concept juridique qui est concerné, mais des cadres qui sont extérieurs. Vous avez quelqu'un comme, je conclue là-dessus, comme c'est Oriane qui explique: le standard se caractérise par un appel explicite à l'appréciation personnelle du juge. Il comporte aussi une indication plus ou moins précise sur l'objet de la recherche à effectuer par le juge, référence à la normalité, aux usages, à la morale, à la raison, à la légitimité, à l'équité, à l'évidence. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que le standard, il flèche vers quoi le juge doit se tourner, mais c'est pas juridique, c'est autre chose. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. C'est pas fréquemment qu'on entend parler dans la même présentation d'analyse discursive et de la logique de Frege. Hein, donc c'est vraiment... ça donne à réfléchir, disons. Mais j'ai réfléchi en même temps. Donc est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, merci, c'est très éclairant, ton exposé. Mais je me demande comment tu réagirais alors peut-être pas au concept de gradabilité, à ce que je vais te dire, mais à un autre concept. C'est quand on dit développement durable, inclusif, raisonnable, etc., etc. Parce qu'il y a une succession d'adjectifs, et donc bien sûr, ils ne sont pas gradables, mais l'adjectif, par exemple, développement durable, n'est pas suffisant. Enfin, l'adjectif, oui, durable n'est pas suffisant. Et il lui faut d'autres qualificatifs encore. Donc là, c'est quand même une façon de... Pour moi, typiquement, on a affaire à des standards, c'est-à-dire c'est des notions qui sont variables en fonction. J'ai travaillé sur écocide, on en discutait hier, je voulais vous parler d'écocide, mais comme une formule aussi, mais j'ai pas tout à fait le temps. Et il y a un travail de Georgette Dahl dans Néologica en 2022, qui a beaucoup travaillé sur le patron éco. Alors moi, j'essaie de montrer que le patron éco qu'elle décrive n'est pas celui d'écocide. Mais ce qu'elle dit est tout à fait juste, c'est que on peut toujours paraphraser par une écotaxe, c'est une taxe écologique. Donc c'est toujours paraphrasable. Donc éco est un tronca écologique et pas un constituant de type néoclassique. Bon, d'accord, ça c'est une chose. Et elles disent, en plus, elle parle de vacuité sémantique de écologique, parce que, un peu comme ce que fait Crick-Planck, elle parle de vacuité de purification ethnique, parce que ethnique, c'est un relationnel, d'accord? Est-ce que ça veut dire une purification de l'ethnie, par l'ethnie, des ethnies? On ne sait pas vraiment. Donc il y a une espèce de variabilité conceptuelle derrière. Et ce que disent Dahl et Namer à propos d'éco, c'est qu'il faut toujours rajouter... Alors, écologique peut être substitué par durable. Elles vont parler d'éco-mobilité ou de mobilité durable. En fait, c'est des équivalents, c'est des espèces d'équivalents notionnels, de synonymes, c'est pas vraiment. Et parfois, écologique va devoir être complété par durable. Vous allez avoir l'éco-mobilité durable. L'éco-mobilité avec une accumulation comme ça d'adjectifs dont on s'interroge sur le caractère référentiel. En fait, en fait c'est des notions qui relèvent plus comment dire, de critères comportementaux. Elle montre très bien pour écologique, par exemple, que dans un certain nombre de cas, quand le mot-tête éco, quand c'est un éco-délégué, par exemple, ça va désigner une fonction. Quand c'est un éco-responsable, ça va désigner un comportement. Quand c'est un éco-taxe, enfin l'éco-béton, ça va être des composés chimiques, des composés végétaux. Enfin, il y a une et elle dit, en plus, il faut une accumulation derrière d'adjectifs qui sont tous aussi vagues les uns que les autres et qui se combinent ou se complètent. Voilà.
Donc je dirais qu'on a affaire typiquement à des cas de standards qui pour moi sont des pseudo-termes ou des formules. Voilà. Et en plus, excusez-moi, mais dernier point, Crickblock parle de formules en disant l'un des principes c'est la circulation. Mais en fait, les formules du droit circulent. Elles circulent comme l'impératif prépondérant d'intérêt public. Alors, circulent de manière limitée, mais il y a eu des débats dans la presse autour de la notion. Et je prends un dernier exemple en date. Sur la législation du port des tenues à caractère religieux dans les manifestations sportives. C'est le dernier projet du gouvernement. Bon, alors moi, à la limite des signes religieux, je peux encore savoir à quoi ça correspond. Mais des tenues à caractère religieux, c'est pas tout à fait la même chose. Et là encore, on a la nécessité d'une interprétation selon le cas d'espèce, ce qui est extrêmement dangereux, enfin, ce qui peut apparaître comme très dangereux sur le plan de la prévisibilité du droit, en fait. C'est-à-dire à quel moment on considère que ma tenue est à caractère religieux, en fonction de quels critères on va déterminer qu'une tenue est à caractère religieux, ce qui n'est pas la même chose qu'un signe religieux. Donc typiquement, c'est ce genre de cas que j'inclus, alors qui prennent des formes différentes, mais qui, pour moi, relèvent déjà d'un côté formulaire, en fait, où on ne sait pas vraiment ce que ça dénote. Question ? Ben oui, je me doutais. J'espère que j'ai répondu ou pas. Si je résume ma question, ce serait qu'est-ce qui existe dans le monde? Ah, j'en étais sûr. Parce que quand même, J'en étais sûr. Oui. Entre l'oxygène, le phlogistique, le quark, le pneuma, l'inconscient, qu'est-ce qui Mais pas selon ce qu'on croit? oui, mais le droit, ça ne veut pas dire que les concepts juridiques sont des concepts logiques, mathématiques. Ça veut dire que les concepts juridiques sont des consensus à un certain moment donné. C'est-à-dire que je ne dis pas du tout que le conducteur au sens du code de la route existe. Je dis qu'il existe pour le droit. Ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que le droit produit sa propre réalité et il s'applique ce droit. C'est pour ça que je travaille que sur des corpus contraignants. Parce que généralement, en analyse du discours, par exemple, Bisiani travaille sur des corpus non contraignants des politiques sécuritaires de l'Union. Mais je pense que c'est un tort. Je pense qu'il faut travailler sur des contextes, il faut travailler sur des corpus contraignants. À quel moment on a du concept, à quel moment on n'en a pas? Parce que le concept, la catégorie juridique, Tchak dit, ou même Cornu dit, le pouvoir de nommer est un pouvoir de souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'appliquer. Ça va avoir des conséquences sur les gens. Oui, mais est-ce que du coup... Donc le principe de non-discrimination existe. Ouais, ben oui. Comment dire? En fait, c'est une question de point de vue. L'inégalité, c'est une question de point de vue. Le concept est un point de vue sur le référent, si tu veux. Et le point de vue du droit européen sur l'inégalité de traitement n'est pas le même que le point de vue français sur l'inégalité de traitement. C'est ça que je veux dire. Mais est-ce qu'on a besoin du référent? Excusez-moi, je prends la parole, mais parce que Rastier, par exemple, dit le concept, c'est un signifié normé. Normé par la communauté des discursives. Et bien voilà, on n'a pas besoin de dire il y a un référent dans le monde, je ne sais pas quoi. On n'en a pas besoin du référent. Ben, je suis pas tout à fait Surtout sûr en parce droit que où justement les choses sont non, aussi je suis pas tout à fait flottantes. sûr parce que sinon les juristes feraient pas la différence entre un concept juridique et un standard. Et ils disent on a des problèmes avec les standards. Et c'est pas uniquement dans un cadre civiliste comme en France où on a eu par exemple une tradition légicentriste avec un législateur qui définit les choses, etc. Parce que en common law ils ont tout autant de problèmes avec le standard. Dans tous les ordres juridiques, on retrouve exactement les mêmes remarques. C'est-à-dire qu'ils disent que ce ne sont pas des concepts qui décrivent une réalité, ce sont des concepts qui adaptent la norme comment dire? C'est-à-dire que c'est la façon dont ils en parlent qui est différente. Non, c'est pas la façon dont... dont... Je vois pas ces référents, moi je les vois pas là. Je vois pas en quoi ils existent dans le monde. Mais bon, ils existent dans le monde du droit. Oui, d'accord. Ben oui, mais pour moi, ils existent dans le monde du droit. Qui est un monde discursif, qui est un monde de langage. Si par exemple tu as cas de figure,
Euh, tu es dans une voiture avec quelqu'un qui conduit et tu es ivre. Et Non, moi, je suis jamais ivre. Tu donnes un coup de volant, et la voiture va naguer dans le décor. Ça existe ou pas? T'as ton bras en écharpe et t'as une Minerve. Ça existe ou pas? Oui, ça existe. Et le droit, la seule question que va se poser le droit, c'est la responsabilité. Et là, elle va commencer à discuter sur la définition du conducteur. En particulier parce que, évidemment, toi, tu m'accuses, t'étais ivre, mais comme t'étais passagère, tu m'accuses moi d'avoir perdu Mais justement, perdu quand le tu volant. dis tu m'accuses, c'est un truc discursif. C'est-à-dire, Oui, mais n'empêche que tu as le bras en écharpe et tu as une Minerve. Tu as le bras en écharpe et tu as une Minerve. C'est ça le référent, si tu veux. Ok. De la même manière que celui qui est le conducteur, c'est le il avait la voiture, il avait comment dire, la maîtrise de la voiture. Ouais. En fait, pour le code des assurances, le conducteur, c'est celui qui avait la maîtrise de la voiture. Bon. Tu vois, je suis désolée, mais je suis un peu sortie de mon cadre de présidente et on est quand même très en retard. Pardon. Ben si, parce que... Comment? Oula, c'est ça, oui. Oui, parce que... Bon, en tout cas, merci. Mais pour vous présenter un petit peu mon travail de postdoc. Donc, je vais vous parler de circulation des termes et de diffusion des connaissances dans le contexte de l'endométriose, avec une approche en corpus. Et oui, je prends le micro un peu plus près. Voilà. Ok. C'est une étude que j'ai faite, que je suis en train de faire, parce que voilà, je ne suis pas parvenue au résultat que je voulais montrer, en tout cas la quantité de résultats que je voulais montrer par contrainte de temps. Vous vous en doutez, la préparation d'un colloque, ça prend du temps. Et donc, ça fait partie d'un projet un peu plus large, justement, sur la circulation des termes de l'endométriose de manière générale. Et aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur la presse et les discours des associations de patientes. Je me suis organisée en 4 parties. Je vais commencer avec un petit peu plus de contexte sur la circulation des termes. Donc, en fait, le fait que les termes ne sont pas employés uniquement par des spécialistes. Donc, comme je le disais, un contexte de circulation des termes, ça ne devrait pas vous étonner. Donc, le fait que les termes ne sont pas utilisés que par des experts dans les situations spécialisées. Oui. Moins vite. Je vais essayer, alors je vous promets rien. Je sais que c'est un cliché, qu'en Suisse on parle lentement, mais c'est pas vrai. Donc, je considère aujourd'hui que la circulation des termes, c'est renvoie à un ensemble de processus éclatés. Alors, éclatés pourquoi? Parce que les termes circulent via un ensemble de canaux diversifiés, donc dans des processus qui ne sont pas linéaires, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on parle de terminologisation et migration. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment la capacité, en tout cas pas encore, ou plus du tout, de vraiment distinguer la contribution de chaque type de canal dans ces processus de circulation. D'autant plus que tous les termes ne se comportent pas de la même manière, ni dans la même temporalité, et ont en fait chacun un peu leur propre cheminement. Et on sait évidemment dans ce contexte-là que beaucoup de changements sémantiques sont susceptibles de se produire. On sait aussi que les médias jouent un rôle particulier. Alors évidemment, les médias traditionnels, la presse, mais aussi de manière de plus en plus marquée, les réseaux sociaux, les médias de vulgarisation aussi évidemment. Ce qu'on sait aussi dans le contexte médical, c'est que les médias deviennent ou ont tendance à devenir la source principale ou une des sources principales d'information pour les non-spécialistes, avec des conséquences qui peuvent être assez concrètes parfois, puisqu'on sait que des représentations qui s'éloignent parfois considérablement de la réalité sont aussi diffusées dans les médias, véhiculées par les médias. Et parmi ces conséquences concrètes, on trouve notamment une méfiance qui s'installe vis-à-vis de la médecine de manière générale. Ça peut aller jusqu'à de la discrimination de personnes malades, surtout dans le contexte de maladies, tout ce qui est relatif à la santé mentale. Parallèlement à ça, on sait qu'une meilleure compréhension de sa maladie et des traitements, de comment ça fonctionne en fait, ces traitements, surtout dans le contexte de maladies chroniques, participent à une meilleure efficacité des traitements, justement parce que les patients, les personnes concernées ont tendance à mieux se conformer à leurs indications de traitement s'ils comprennent mieux le pourquoi du comment, on va dire ça comme ça.
Quand on parle de diffusion des connaissances maintenant, on fait référence là aussi à un ensemble de concepts et de pratiques tout à fait diversifiés qui sont étudiés dans différentes perspectives, dans différents champs disciplinaires également. Alors évidemment, on parle de vulgarisation, mais on parle aussi plus largement de discours de transmission des connaissances, et là aussi avec un rôle particulier des médias. Et en fait, beaucoup de types de discours qui participent à diffuser des connaissances, que ce soit leur objectif ou pas. On voit aussi parfois, et je le signale ici parce qu'on entend parler de nouveau un petit peu, je trouve, on voit aussi parfois des travaux sur la traduction intralinguale, intralinguistique, où on rapproche en fait la vulgarisation à une forme de traduction, mais dans la même langue. Mais c'est un peu plus large, ça inclut aussi finalement tout ce qu'on peut reformuler d'une manière ou d'une autre, notamment le passage de l'écrit à l'oral avec le sous-titrage, ce genre de choses-là. Et finalement, un concept que j'aimerais mentionner qui est lié, parce qu'on le voit parfois comme une finalité de la diffusion des connaissances, c'est de l'appropriation des termes et des connaissances. Et par exemple, dans le domaine médical, donc à travers des programmes d'éducation thérapeutique, mais pas uniquement, c'est-à-dire, là encore, dans le cas des maladies chroniques, il s'agit d'une forme d'expertise que les patients développent ou acquièrent au fur et à mesure du temps et de la gestion de la maladie au quotidien. Dans ce type de contexte-là, on sait que la diffusion des connaissances peut prendre plusieurs formes, comme l'éducation thérapeutique que je viens de mentionner, mais aussi à travers des ressources qui sont créées spécifiquement ou non pour les non-spécialistes et les patients, ou avec une approche terminologique ou terminographique ou pas, à travers aussi des procédures de simplification automatique ou pas de textes médicaux. Tout ça, ça participe de cette diffusion des connaissances. C'était un peu rapide pour le panorama, qui n'est pas du tout exhaustif d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu pour donner une idée de ce qu'on appelle, de toute la diversité de ce qu'on appelle diffusion des connaissances. En ce qui concerne l'endométriose, donc il s'agit d'une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui est à l'origine de nombreux symptômes, douloureux mais pas uniquement, qui peuvent être parfois invalidants. C'est une maladie qui est multifactorielle, incurable, pour laquelle il n'existe pas de traitement spécifique. On estime 10 à 20% de femmes atteintes et avec des conséquences qui peuvent être très graves sur la qualité de vie. Dans les médias, encore une fois, mais pas uniquement, parce qu'on l'entend aussi de certains professionnels de santé, l'endométriose est souvent minimisée avec des représentations incomplètes, obsolètes ou voire carrément erronées qui continuent de circuler. Tout ça, ça participe de ce qu'on appelle l'errance médicale que les femmes subissent, en fait, simplement quand on ne les croit pas et quand on leur dit que c'est dans leur tête, avec en conséquence notamment un délai de diagnostic qui reste important aujourd'hui et une prise en charge qui n'est pas adaptée et qui arrive un peu trop tard. Voilà pour le contexte très rapide, je le conçois. D'un point de vue méthodologique, donc j'adopte une approche de la terminologie outil en corpus qui est très largement inspirée de la terminologie textuelle, n'est-ce pas? Mais aussi de la linguistique de corpus de manière plus générale, entre guillemets, à l'anglo-saxonne. C'est vraiment des pratiques qui se rejoignent. L'idée, c'est d'utiliser différents outils d'exploration de corpus pour analyser un corpus comparable de manière contrastive, donc les sous-corpus, avec des observations quantitatives et qualitatives pour comparer le fonctionnement des termes et faire émerger des phénomènes intéressants en fonction de la problématique. Donc le corpus est évidemment au cœur de l'approche, ce qui pose évidemment la question de sa constitution, quelles données récupérer, comment les organiser pour tenter d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Dans le projet et dans cette étude-là, je me suis intéressée aux spécialistes, aux associations de patientes et aux journalistes. Alors les spécialistes surtout comme référence de l'usage expert, finalement, comme point de comparaison pour les deux autres communautés. Et j'ai choisi les associations de patientes et les journalistes, ou plutôt la presse en fait, mais comme deux canaux qui sont complémentaires dans la diffusion des connaissances auprès du grand public. Avec une différence quand même, puisque les associations ont tendance quand même à orienter leur texte vers les patientes, enfin les femmes qui ont de l'endométriose ou qui le soupçonnent, vers leur entourage, ou finalement toute personne qui s'intéresse explicitement à cette maladie-là. Même si les associations sensibilisent aussi le grand public à travers différents événements, prennent la parole dans les médias, etc. Mais les documents qu'on trouve sur leur site sont essentiellement adressés aux femmes qui s'y intéressent. Il y a beaucoup de formes avec la fin de formulation avec la deuxième forme du pluriel. Si vous devez être hospitalisé, etc., etc.
À partir de ça, j'ai sélectionné des données assez diversifiées pour refléter au mieux en fait cette diversité de discours sur l'endométriose, que ce soit chez les spécialistes, dans les associations ou dans la presse. Et pour les spécialistes, je précise que je ne me suis pas du tout limitée, par exemple, au texte en gynécologie, parce qu'il n'y a pas du tout qu'en gynécologie qu'on s'intéresse à cette maladie, non seulement parce que c'est une maladie multifactorielle, mais enfin, aussi systémique hein, pour certains. Et donc, elle peut potentiellement toucher toutes les fonctions du corps. Et donc, toutes les disciplines médicales sont amenées à collaborer pour traiter au mieux ce genre de cas-là, même si évidemment que la gynécologie est surreprésentée par rapport aux autres disciplines, puisque c'est quand même la discipline principale. Pour les associations, je suis restée sur les associations françaises avec une portée nationale, et pour la presse, j'ai cherché une diversité parmi les journaux les plus lus, mais pour avoir quand même un petit peu de diversité interne et pas que des journaux les plus lus à l'échelle nationale, Le Monde, etc. Et un petit peu aussi de presse régionale. Donc j'ai compilé 3 sous-corpus et je me suis intéressée à la période qui va de 2018 à 2022. Donc c'est assez récent, mais il faut dire aussi qu'avant 2018, il y avait assez peu d'articles de presse, tout bonnement. Et ce n'était pas suffisant pour bien équilibrer vraiment dans la période de 2018 à 2020, enfin, jusqu'à 2022. Et aussi parce que 2018, c'est une année charnière en France. Les choses ont commencé à changer. En tout cas, on prétend que les choses ont commencé à changer en 2018. À propos de l'exploration du corpus, donc j'ai d'abord extrait les candidats termes avec thermostat dans chaque sous-corpus, j'ai fusionné les listes, j'ai supprimé tout ce qui n'était pas pertinent, j'ai pas validé les termes parce que j'ai pas d'expert qui veut bien travailler avec moi, et j'ai gardé un échantillon de 753 candidats termes, et ensuite j'explore le corpus à partir de ces termes-là, donc surtout pour aujourd'hui les contextes définitoires essentiellement de ces candidats termes-là, à partir de la ressource Marel qui a été développée à Toulouse, mais à partir d'autres travaux aussi, dans une approche itérative pour essayer d'avoir en fait tous les contextes définitoires autant que possible, avec aussi des indices de fréquence de répartition, donc tout à fait classique en terminologie textuelle. Anne approuve, tout va bien. Non, je sais, mais j'aime bien. C'est détendu aujourd'hui. Alors, au niveau des résultats, alors je peux évidemment pas tout montrer. Je vous ai dit, c'est en cours. J'ai pas toutes les données, j'ai pas analysé tous les contextes encore. Mais globalement, au niveau quantitatif, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 753 candidats termes au total, on en a environ les 3/4, donc 544, qui sont attestés dans les 3 sous-corpus. Alors, indépendamment de la fréquence, hein, puisqu'ici, je compte aussi les candidats termes qui ont été, par exemple, extraits dans un sous-corpus, mais qui apparaissent quand même dans les 2 autres, avec une fréquence plutôt faible, hein, et c'est ce qu'on voit sur ces graphiques-là. Pardon. Donc, c'est tout à fait normal. On a, par exemple, 138 candidats termes avec une fréquence entre 1 et 5 dans le sous-corpus de presse. La différence est moins claire hein, dans le sous-corpus des associations, mais il est beaucoup plus petit. Évidemment que ça joue aussi sur ces données-là. Donc, c'est une observation tout à fait attendue à ce stade. Mais ce qui était intéressant, c'est vraiment d'aller voir en fait, les contextes de ces termes ou ces candidats termes qui sont peu fréquents et de se rendre compte que dans le sous-corpus de presse, on a plus de la moitié de ces termes-là qui apparaissent dans du discours rapporté. Alors, la proportion est un peu plus faible dans le sous-corpus des associations, avec seulement 1 candidat terme sur 5. Et d'ailleurs, il y a à peu près la moitié de ce 1 sur 5 qui apparaît dans des passages, soit dans le même passage repris du même ouvrage. Donc, bon, on pourrait discuter. Ce qu'on voit ici, c'est une différence dans les stratégies mises en œuvre dans la presse et dans les textes des associations. Par exemple, dans la presse, les citations participent pleinement à diffuser des connaissances. On observe des contextes riches, soit dans les citations, comme dans l'exemple 2, ou juste avant ou juste après. Donc, la citation sert vraiment à développer l'explication, si je peux dire ça comme ça. Et c'est le plus souvent concentré sur un concept, donc une technique chirurgicale particulière, un examen particulier, un type d'endométriose particulier, etc. Alors que dans le sous-corpus des associations, on voit plutôt des témoignages de patientes, hein, même si on en voit aussi dans la presse, ou simplement des faits qui sont repris d'instances ou de médecins dans les exemples 6 et 7. Donc à un niveau peut-être un peu plus large, ou peut-être, ça je ne sais pas, c'est une hypothèse à creuser un peu, pour donner plus de poids tout simplement aux informations qui sont fournies par les associations. On voit aussi une certaine diversité dans les voix qui sont représentées dans ces sous-corpus. Donc, je l'ai dit, on observe les patientes, les instances, les médecins.
aussi d'autres types de soignants, donc dans le cas de thérapie complémentaire, d'autres organismes internationaux comme l'OMS ou étatiques, nationaux, le ministère de la Santé, l'INSERM, etc. Donc tout ça, ça permet aussi de réfléchir sur et de se questionner sur la complexité des processus à l'œuvre dans la diffusion des connaissances et dans la circulation des termes, sur le mélange des genres, entre guillemets, et toute cette intertextualité-là sur laquelle je vais essayer de revenir en conclusion. Pardon. Je me suis intéressée de manière plus systématique au contexte définitoire de deux termes. Dans ce cas-là, je vous montre endométriose et adénomiose en exemple parce que ça a été les plus intéressants jusqu'à maintenant. Donc sur ce tableau, vous avez le nombre de contextes définitoires pour chaque sous-corpus. Alors c'est seulement pour donner une idée parce que ce n'est pas du tout comparable, vu que les sous-corpus sont de tailles différentes. Pour le terme endométriose, j'ai restreint encore l'échantillon sur un aspect qui m'intéresse plus particulièrement, autour d'un type de définition qui est caractéristique du domaine médical, qu'on appelle qui sont des définitions de type histologique, c'est-à-dire qui cherchent à décrire la maladie sur les plans anatomiques et biologiques. J'ai choisi un aspect de ces définitions qui concerne la description des lésions. Donc en fait, ce qui compose l'endométriose, comment on décrit ça dans les discours. Vous avez ici quelques exemples. Alors dans le 9, on parle de glandes ou stroma endométriales, le 10 de fragments de l'endomètre et le 11 de tissus semblables à l'endomètre. Et ces trois exemples-là représentent en fait, illustrent les trois grandes tendances dans la manière de décrire cet aspect-là dans le corpus. Quand on regarde les proportions de ces trois tendances, on s'aperçoit d'abord qu'il y a une majorité très claire de la première dans le sous-corpus des spécialistes, avec 83% qui correspond à cette tendance-là, et des proportions plus faibles, plus marginales des autres tendances, où on observe soit un rapprochement concret très clair entre ce qui compose l'endométriose et l'endomètre, soit justement une distinction entre les deux avec l'idée de ressemblance. Par exemple, dans le dernier exemple, quelque chose ressemblant à... Ouh là là. Je vais accélérer. Ah, c'est gentil. Quand on regarde ces proportions, quand on regarde ce qui se passe dans la presse, on voit que la première tendance qui était majoritaire chez les spécialistes est tout à fait minoritaire dans la presse, et les autres proportions sont un peu plus marquées, avec également les deux derniers exemples des syntagmes, les deux dernières lignes des syntagmes, des descriptions qui sont tout à fait propres à la presse, et dans les textes des associations, on voit toujours une minorité de la première tendance, avec des proportions à peu près égales des deux autres. Alors, ça reste des observations interprétées avec une certaine prudence, puisqu'il y avait quand même presque le tiers de contexte dans le sous-corpus des associations par rapport aux deux autres. Mais c'est des proportions qui m'interpellent quand même, et on peut se demander s'il ne s'agirait pas peut-être éventuellement d'une stratégie de vulgarisation qui tendrait à simplifier un peu trop le concept dans ce cas-là. Alors, quand on continue à observer les contextes, parce que c'est la base, et ça nous apporte beaucoup de réponses, même si ça ne nous apporte pas toutes les réponses. Un des contextes dans le sous-corpus des associations montre que c'est un petit peu plus complexe que ça, et que les causes de cette variation ne sont pas si simples finalement. Donc ce qui compose l'endométriose d'après ce contexte-là, où on a interrogé des médecins, donc il y a une espèce de déférence en plus, ou de responsabilité qui est attribuée plutôt aux médecins, ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. L'endométriose, ce serait bien de l'endomètre, mais de l'endomètre modifié, et qui fonctionnerait, qui n'aurait pas tout à fait la même structure que l'endomètre entre guillemets normal. Donc c'est beaucoup plus complexe, et je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi on observe cette tendance à simplifier, évidemment, dans les sous-corpus de presse et des associations, et peut-être aussi cette tendance à insister, paradoxalement, sur cette idée de ressemblance, où les proportions étaient beaucoup plus élevées dans la presse et les associations. On retrouve cette stratégie en fait d'ajouter des précisions, soit dans des contextes définitoires, simplement dans des syntagmes, pour d'autres termes comme le terme ménopause artificielle qu'on qualifie de réversible, probablement pour bien différencier de la ménopause naturelle qui n'est pas réversible. Alors, le cas d'adénomiose est un petit peu différent, c'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai observé deux grandes tendances relatives à la manière de classer cette maladie par rapport à l'endométriose, par rapport à d'autres maladies. Donc, en gros, soit l'endométriose est présentée comme un type d'endométriose, soit elle est présentée comme une maladie différente, où la distinction est explicitée ou pas.
Donc la première tendance est clairement dominante dans la presse et dans le sous-corpus des associations, alors que c'est tout l'inverse en fait chez les spécialistes. Et c'est justement là que le sous-corpus des spécialistes vient aider et est absolument nécessaire de l'avoir pour comprendre la diffusion des connaissances et ce qui se passe au niveau du sens, parce qu'on observe 3 contextes définitoires, alors je n'ai reproduit que 2, le 3e est trop long, qui permettent d'expliquer pourquoi ces tendances qui sont a priori incompatibles coexistent dans les données. Tout simplement parce que les connaissances et les classifications évoluent. Et l'adénomiose n'est plus définie aujourd'hui comme un type d'endométriose comme c'était le cas par le passé, et c'est l'exemple 13. De la même manière, on observe il existe encore une variante d'adénomiose qui est endométriose interne, qui continue d'exister dans les textes, mais qui ne devrait plus être utilisée d'après l'exemple 14, en tout cas qui ne correspond plus au concept d'aujourd'hui. C'est un cas où, comme le disait Jacobi, la diachronie terminologique survit dans la synchronie, aussi parce que, justement, comme je l'ai dit, cette variante endométriose interne continue d'apparaître dans les textes tout à fait contemporains. Donc on a en fait des connaissances qui sont obsolètes, qui continuent d'être diffusées dans les textes contemporains. Dans ce cas-là, donc on sait mieux pourquoi pour adénomiose on a cette variation que pour endométriose c'est toujours un petit peu flou. Ce qui peut d'ailleurs avoir des conséquences très concrètes et malheureuses, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une hystérectomie permet de guérir de l'adénomiose, mais pas de l'endométriose. Donc si on associe les deux concepts comme étant finalement à peu près la même chose, ou en tout cas très 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 similaires, très reliés, c'est possible que cette confusion-là, ou cette simplification, ou cette évolution qui ne transparaît pas dans les données, contribue à perpétuer l'idée qu'une hystérectomie permet de guérir de l'endométriose, ce qui est absolument pas vrai. Et c'est bien là, en fait, tout l'enjeu de la diffusion des connaissances, finalement, comment on peut diffuser des connaissances aussi correctes scientifiquement pour qu'elles restent accessibles aux non-experts. Alors que les variations introduites par une certaine simplification ont des conséquences tout à fait concrètes, comme le montre la citation ici, qui se rapporte à la définition d'endométriose. Si on associe l'endométriose, oui, merci, si on associe l'endométriose à l'endomètre, donc quelque chose qui vient de l'utérus, alors on sous-entend, ou en tout cas on ne contredit pas l'idée qu'enlever l'utérus permet de soigner l'endométriose, alors que ce n'est pas le cas. Donc la dernière citation, c'est un ouvrage d'une patiente experte qui vulgarise beaucoup. Malheureusement, ça ne va pas dans la même direction que ce qu'on trouve dans la presse. Alors, je termine. C'est une première étude vraiment qui essaye de se porter sur de focaliser sur la diffusion des connaissances plus directement dans la presse et dans les textes des associations, qui apporte justement un point de vue un petit peu différent de ce qu'on peut observer dans la presse uniquement, et notamment sur l'articulation entre les deux et le degré de précision qu'on peut observer dans les contextes définitoires de plusieurs termes. Et ce qu'on peut retenir ici, finalement, ce n'est pas nouveau du tout, mais c'est essentiellement ce paradoxe de la vulgarisation, où pour faire passer des connaissances, il faut simplifier un minimum, parce que les non-spécialistes n'ont pas la connaissance du domaine nécessaire pour s'approprier ces connaissances-là, mais avec le risque de simplifier à outrance. Donc j'ai dit, c'est un paradoxe qu'on connaît bien dans les travaux sur la vulgarisation, et que je ne prétends pas résoudre aujourd'hui, et je pense qu'on ne pourra jamais le résoudre vraiment. Mais dans le cas des deux termes que j'ai montrés, le risque de cette simplification est surtout de produire en fait l'effet inverse, de maintenir des dénominations qui sont aujourd'hui obsolètes, et de contribuer à diffuser des connaissances qui sont dépassées avec, comme je l'ai montré, des conséquences qui peuvent être tout à fait concrètes sur la vie des femmes concernées. L'intérêt aussi de cette étude et du projet dans son ensemble, ça a été de prouver objectivement et empiriquement ce qui se dit sur l'endométriose dans les milieux militants, donc justement qu'on continue à véhiculer des connaissances dépassées, etc. Ça n'avait jamais été fait pour le français, donc jusqu'à maintenant, donc cette étude et ce projet, c'est une première étape en fait dans cette direction-là, et je compte bien continuer. Cette étude permet aussi de voir, encore une fois, la complexité des rapports entre les différents genres, entre les différents canaux, qui vont bien plus loin qu'une simple catégorisation des genres, avec notamment les différentes voix qui sont représentées dans la presse et dans les textes des associations, qui participent à diffuser des connaissances et qui servent différents objectifs d'explication ou d'information, ce qui amène forcément à la notion d'intertextualité ou de dialogisme, mais ça vaudrait peut-être la peine par la suite d'adopter provisoirement une approche d'analyse de discours sur un échantillon plus restreint pour essayer de mieux comprendre, de s'intéresser de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus marquée à l'articulation entre ces différentes voix au sein du discours, au sein du texte et pas du corpus dans son ensemble. Donc cette complexité, je pense, illustre bien ce que je disais en introduction sur la circulation des termes, qui est plutôt à entendre,
je pense, aujourd'hui comme un ensemble de processus éclatés, avec des difficultés, évidemment, à isoler chaque canal pour pouvoir l'étudier, surtout si on tient compte du discours rapporté, d'une part, et d'autre part, des flux d'informations qui vont toujours plus vite, et l'hybridation des genres, même si on écoute Doug Biber et Jesse Egbert, on est encore plus loin que l'hybridation des genres. Ça n'existe plus d'après eux, c'est vraiment des échelles continues. Bon, bref, catégoriser, ça reste compliqué aujourd'hui, mais on se rend bien compte ici de la complexité finalement de tous ces processus qui sont entremêlés et de la difficulté à simplement isoler simplement le matériau qu'on aimerait étudier. Ce que les données... J'ai fini, hein, j'ai bientôt fini. Oui, je m'y attendais. Ce que les données ont permis d'observer ici, c'est une certaine variation aussi chez les spécialistes, qui a bien sûr une influence sur la diffusion des connaissances, sur la vulgarisation, parce qu'on n'a pas, en fait, on a très rarement, hein, ou jamais, si j'ose le dire, un point de départ qui serait tout à fait univoque, tout à fait clair chez les spécialistes, et à partir duquel on pourrait se permettre de simplifier. Évidemment, les connaissances évoluent, hein, comme je l'ai montré ici, mais surtout, ce qu'on a parfois tendance à ignorer, c'est que tous les spécialistes n'ont pas forcément le même point de vue, ne sont pas nécessairement d'accord entre eux, et ces points de vue ne sont pas toujours clairement identifiables dans les différents domaines qu'on prend en compte, dans les différents textes, dans les différentes disciplines auxquelles se rattachent les spécialistes, et encore moins quand on se place dans la perspective de la circulation des termes. D'où finalement toute l'importance d'avoir ce sous-corpus de spécialistes comme point de comparaison, mais aussi qui vient aider en fait à comprendre ces phénomènes de variation qu'on a tendance à considérer qu'ils apparaissent dans la presse ou ailleurs dès qu'on sort de la sphère spécialisée, alors que pas du tout. Ça existe déjà chez les spécialistes. Et justement, 2 questions plus méthodologiques. Je me demande surtout comment je pourrais par la suite repérer efficacement, automatiquement, si possible, toutes ces occurrences de discours rapportés pour avoir un échantillon aussi complet que possible pour comprendre l'articulation de ces différentes voix. Et finalement, je me pose la même question pour les contextes définitoires qui vont au-delà de la phrase, avec des reprises anaphoriques. Donc, comment les repérer systématiquement, vu la longueur des contextes, parfois entre le terme, la reprise et l'information intéressante qui arrive parfois beaucoup plus loin. Donc, j'aimerais beaucoup les intégrer par la suite pour compléter toutes ces observations. Et je m'arrête là, je vous remercie beaucoup. Bon, merci Julie, c'était très dense et intéressant. J'ai des questions, bien sûr, mais je ne les poserai que si j'ai le temps. Donc, y a-t-il des questions ? Merci Julie pour ce travail sur la variation dans divers supports. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais est-ce que tu étais surprise de trouver de la variation sur les spécialistes, ou bien est-ce que c'était juste une manière de rapporter des idées reçues qu'on peut avoir ? Parce que bon, on n'est pas surpris, justement. C'est même dans les textes spécialistes qu'on trouve aussi énormément de concepts définitoires ou de reformulation des différents termes par rapport au concept. Donc, voilà. C'était quoi, en fait ? Merci. Non, je n'étais pas surprise du tout, en fait. Je l'ai cherché, la variation, parce que je pense que c'est des choses qu'on a tendance à oublier quand on travaille que sur de la vulgarisation ou que sur de la presse. On voit parfois dans des travaux des conclusions, ouh là là, oui, il y a de la variation, c'est la faute des journalistes. Je schématise à outrance. Alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que chez les spécialistes, ça existe aussi. Et alors, on n'est peut-être pas surpris aujourd'hui. On a pu l'être dans d'autres endroits où j'ai présenté. Donc voilà, mais ça me paraît important de toujours avoir cette dimension contrastive, en fait, et de toujours comparer avec ce que les spécialistes disent et écrivent surtout en fait, je trouve que ça amène, ça apporte tout son sens à ce qu'on observe après dans les autres discours, quoi. Merci. D'autres questions ? Alors moi, j'en ai au moins une. Tu as parlé de l'expertise des patientes. Ouais. Et est-ce que ça n'interroge pas finalement la question de qu'est-ce qu'un expert ? Et est-ce que finalement la question, c'est pas aussi qu'il faudrait prendre une espèce d'intentionnalité dans l'expertise ? C'est-à-dire que les médecins
veulent guérir les patientes et les patientes veulent que les médecins le guérissent. Donc elles ne sont pas dans la même position déjà, mais c'est quand même une forme d'expertise, tu l'as dit. Ça veut dire qu'il faut s'interroger vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'un expert finalement. Parce qu'en général, on dit oui, c'est aussi quelqu'un qui est reconnu comme tel par sa communauté, je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il y a aussi ce phénomène-là parmi les patientes? Oui, exactement. En fait, on est beaucoup à s'interroger sur ces questions-là. Bon, c'est bien. N'est-ce pas? Non. C'est une forme d'expertise qui est reconnue de plusieurs manières. Justement, on a des programmes. Alors, ça n'existe pas beaucoup pour l'endométriose, mais pour d'autres maladies. Des programmes d'éducation thérapeutique avec des diplômes, des DU, dans certains cas, pour certaines maladies, où les patients deviennent patients experts ou patients partenaires et contribuent en fait à cette diffusion des connaissances, à accompagner les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées ou ce genre de choses-là. Donc ça peut être tout à fait reconnu par un diplôme ou une formation quelle qu'elle soit, mais on l'associe aussi en fait à l'expertise patient. Ça renvoie aussi à ce que chaque individu peut développer comme connaissance à force de naviguer dans le système médical, de vivre avec la maladie, d'apprendre à se faire soi-même des gestes pour contrôler sa glycémie ou des choses comme ça dans le cas du diabète. Ça renvoie aussi à cette expertise expérientielle dans ce cas-là. Alors, parce qu'effectivement, dans un premier temps, j'ai pensé qu'elles étaient expertes parce qu'elles-mêmes souffraient. Oui. Avant même d'aller vers des éléments de connaissance un peu livresques, j'allais dire, mais qu'effectivement, leur première expertise, c'est qu'elles-mêmes soient affectées par la maladie. Exactement. Mais ça veut dire aussi que peut-être... Oui, vas-y Valérie. Pardon, excuse-moi. Oui. Mais non, je trouve cette discussion très intéressante et je me demandais si on ne devrait pas voir les acteurs de ces trois différents genres comme appartenant d'une manière ou d'une autre à ce qu'on appelle dans d'autres colloques une communauté de discours spécialisés. Et je pense à un spécialiste de l'anglais de spécialité, de l'école française de l'anglais de spécialité, qui s'appelle Michel van der Jeugt, et qui définit la communauté de discours spécialisés comme étant, commençant par une intentionnalité. Justement, englobe les médecins, mais aussi tous les gens qui sont impliqués en fait dans cette communauté, donc les patients aussi qui finissent par partager en partie un discours spécialisé appartenant à cette communauté. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là, non? Ouais, c'est super intéressant. Je ne savais pas qu'il travaillait sur ça aussi. Enfin, je ne connaissais pas ses travaux sur ça. Il y a une réflexion sur la communauté. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Mais je prends note. Oui, bon, non, oui, merci. Juste parce que je pense que tu sais que j'ai travaillé sur ces questions-là et le problème que tu soulèves de justement cette espèce compositionnelle, on pourrait dire, de tout ce qui tourne autour de l'expérientiel. En fait, ça m'avait amené, mais je ne sais pas si tu le connais, justement, à travailler la notion de culture, qui est peut-être autre chose que l'expertise, et ça serait à interroger, de culture périmédicale, qui comprenait à la fois le vécu de la maladie, et du coup cette expérience inscrite dans les corps, qui comprenait aussi toutes les connaissances biomédicales qu'on étudie beaucoup plus souvent, nous, terminologues, parce que c'est par là qu'arrive essentiellement la terminologie. Et la troisième dimension, c'est aussi tout ce qui relève, tu l'as dit, tout ce qui relève de comment on évolue dans un système de santé complexe. Et voilà. Donc quand j'essayais de travailler ces dimensions-là, le paramédical ne suffisait pas, d'où ce préfixe, mais je ne sais plus si ce sont des préfixes, parce qu'Arthur va peut-être pas être d'accord, de périmédical, qui permet d'englober justement tout ce qui relève de l'expertise expérientielle. Tout à fait. J'ai rien d'autre à ajouter sur ce que tu dis, parce que
Oui, alors déjà, on va les manger. Elle me fait des grands signes, on va les manger. Mais en fait, je dis comme ça, on en rediscutera plus tard, mais c'est exactement ce qu'on a fait avec Aurélie au JADT cette année. C'est qu'on a montré par diverses stratégies d'extraction dans des corpus différents comment on arrivait à isoler les 3 couches, les 3 types en fait, que tu viens d'énumérer dans ce que tu fais rentrer dans la culture périmédicale. Donc, c'est exactement ça. Parce que, si je peux me permettre juste, Anne, le système de santé a sa propre terminologie qui, elle aussi, relève d'une autre complexité.